Futurapolis Planète, 10e édition, toujours en direct du Quai des Savoirs de Toulouse ou en streaming dans le confort de votre Home Sweet Home. Attention, il va s'agir de ne pas s'avachir pour cette dernière session. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions à notre invité par SMS au 07 69 69 38 33. À la fin de cet échange, nous allons prendre quelques questions. Donc, bienvenue dans la société molle. Les crises sont des catalyseurs, des œuvres noires. La pandémie ne pouvait qu'alerter le sociologue Jean-Claude Kaufmann aux antennes particulièrement sensibles. Cette crise a révélé un profond mouvement de retrait. La liberté, par ses multiples exigences, est devenue un fardeau. C'est cet étrange avachissement existentiel que Kaufmann décrit, cette tendance au renoncement paradoxal à la citoyenneté, ce glissement progressif, ouaté et utopique vers le lent, le doux, le mou. Merci de réserver un accueil de star à Jean-Claude Kaufmann, sociologue, auteur de C'est fatigant la liberté, entre autres, une leçon de la crise aux éditions de l'Observatoire. Et cet échange sera modéré par Étienne Gernel. On les applaudit. Parce qu'on va parler d'avachissement, donc je vais essayer de me tenir droit et à peu près correctement, et comme ça ma mère sera contente. Jean-Claude Kaufmann, bienvenue, merci mille fois d'être. Jean-Claude Kaufmann, c'est l'un des penseurs les plus originaux et les plus intéressants de ces 20 dernières années. Il a travaillé sur le couple, sur les plages, et là sur la liberté. Et je voulais commencer par une petite question très simple. Nous tous ici, quand on est arrivés, on s'est dit bonjour comment ? En faisant un petit check du poing comme ça. La poignée de main a pratiquement disparu, mais elle réapparaît parfois. Les gens ne savent pas trop, ils font comme ça. Le bisou a disparu. Où est passé le bisou ? De temps en temps, on fait des hugs pour éviter de se faire vraiment un bisou où on se touche vraiment. Est-ce qu'on va encore se toucher dans les années qui viennent, Jean-Claude Kaufmann ? Ben oui, tout a commencé avec cet événement majeur que nous avons vécu par cette consigne gouvernementale, qui n'était pas propre à la France d'ailleurs, d'autres pays également, très étrange, presque surréaliste. Il faut avoir vécu ce que nous avons vécu pour entendre ça. Arrêter les embrassades, sur un ton assez ferme d'ailleurs. Et une acceptation assez générale vis-à-vis de cette consigne. Arrêter les embrassades, multiplier les gestes barrières, etc. Pourquoi ? Parce que nous avons été pris par l'événement. L'événement a une structure anthropologique. Ce n'est pas qu'un élément médiatique. Il est mis en forme par les médias. Il est mis en puissance, il est démultiplié. Mais il nous arrache à nos vies ordinaires. C'est ce qui définit l'événement. Parfois, il nous arrache un peu qu'en surface. Comme le 11 septembre, c'était très fort, on était parti la tête ailleurs, là-bas, mais on gardait notre vie ici. En mars 2020, c'est nous-mêmes qui avons été emportés par cet élément très fort. C'est un tournant anthropologique pour vous ? Ah oui, en tout cas, c'est un événement majeur. Nous avons vécu quelque chose d'historiquement très fort, et en tournant anthropologique, en ce sens que malgré les caractéristiques très particulières, très étranges de ce que nous avons vécu, ça a été un accentuateur et un accélérateur et un révélateur de tendances de fond qui étaient à l'œuvre. Donc j'accélère un peu pour répondre quand même à votre question sur le bisou, parce que sinon on ne va jamais y arriver. Donc arrêter les embrassades, nous avons plusieurs cerveaux, on a au moins deux.
On a le cerveau un petit peu réflexif dans la société de l'information qui est la nôtre aujourd'hui, qui suit les informations. Et sur le fond d'angoisse qui a été le nôtre, surtout au début de la pandémie, on a suivi les informations et on a accepté cette consigne qui a été très appliquée. Arrêter les embrassades, enfin, il faudrait détailler, parce que ça dépend des cercles. Quand on se rapproche de l'intimité, c'était moins appliqué. Les bisous au bébé, on n'a pas arrêté, sauf qu'il y avait une suspicion de maladie. Les bisous dans le couple, pas trop. Alors ça dépendait de la relation conjugale. Dans certains couples, ça a été très commode pour les arrêter. Mais sur le lieu de travail, par exemple, la bise, toc, d'un seul coup, arrêté. Et on a eu tous ces petits gestes, le check, le coude, le pied, etc. C'était très ludique, très drôle. Il y en a qui s'en réjouissent d'ailleurs. Il y a des gens qui s'en réjouissent de l'abandon de la bise au boulot. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'était un rituel qui s'était installé. Un rituel nouveau, historiquement, tout à fait nouveau, qui a commencé à se diffuser dans les années 60, simplement. C'est très proche de nous. Ça manifestait le désir d'élargir le contact, le signe d'humanité, voire un petit peu d'affection dans cette société si froide. Saluer le collègue comme on saluerait un ami, le considérer autrement que comme un simple collègue. Donc, le bisou s'était installé comme un rituel assez généralisé, entre femmes, entre hommes et femmes, entre hommes, etc. C'était une pratique. Et là, d'un seul coup, il est suspendu. Et quand un rituel est suspendu, comme ça, se développe la réflexion à son propos. Mais finalement, ce rituel, qu'est-ce qu'il signifie? Comment je me sens par rapport à lui? Et très vite, on a compris qu'il y avait deux camps, en fait. Quels sont ces deux camps, alors? Alors, il y a le camp des tactiles, des désireux de nouer le contact, justement, qui trouvent que notre société manque de chaleur, de proximité, de contact, de signes d'affection, et qui sont dans l'impatience de retrouver ce rituel qui n'a été pour eux que simplement suspendu. Et puis les autres, plutôt des femmes d'ailleurs en majorité, qui se disent que finalement, cette obligation de la bise à tout le monde, pour certains ça va, pour d'autres moins envie d'une certaine manière. Et il y a eu comme un sentiment de libération. Libéré du bisou. Libéré du bisou. Donc, quand on va sortir de cette horreur, il faut espérer qu'on en sorte quand même si les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes, ça va être très intéressant, parce qu'il va y avoir une réinvention du rituel, et qui ne va pas être le même dans certains endroits et dans d'autres endroits. Et l'élément très important, c'est qu'il faudra être très attentif à l'autre, à la personne, à ses attentes, parce que dans certains contextes, dans certains endroits, eh bien, on ne va pas retourner à la bise comme avant. Ou aux bises au pluriel. Je rappelle qu'ici, on est à Toulouse, et me semble-t-il, il y en a 3. C'est ça, hein? Combien? Deux? 2, 3? Vous dites quoi? Les enchères adjugées. Ça dépend des régions. Oui, ça aussi, c'est une convention, mais une fois que le rituel est installé, ça roule. Un rituel, on va chez le médecin, on se met nu, on n'est pas nu. On est protégé par le rituel. Donc ça tourne complètement. Et c'est très commode parce qu'on donne ce signe un petit peu d'affection en le vidant de sa charge justement sensuelle et affective. Parce que c'est un geste qui est d'un répertoire de l'intimité. En général, on ne pose pas les lèvres sur la joue, mais on frotte les joues, on sent les odeurs de près. C'est dans le répertoire quand même de l'intime. Donc il faut qu'il soit très solide comme un rituel pour qu'il puisse fonctionner. Et ça, pour le moment, c'est terminé. Alors, dans la rupture, d'après vous, ou en tout cas l'événement considérable qui s'est produit en mars 2020, il y a ce que vous appelez la société molle, la civilisation du pyjama. Vous avez dit ça, on s'est retrouvés chez nous à ne plus vraiment s'habiller pour sortir. Et vous écrivez, c'est le sorti de son fonctionnement habituel, tel un Bernard l'ermite sans coquille, l'individu se révèle comme on ne l'avait jamais vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme s'est réveillé ermite. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une révélation ou c'est une tendance de fond qui s'est manifestée à ce moment-là? Vous dites que les gens étaient contents de se renfermer sur eux-mêmes. Alors, content, pas tout le monde. Le confinement, c'est le premier confinement, parce qu'après, ça a été des demi-confinements et puis ça devenait de plus en plus intolérable. Mais le premier, en plus, comme je l'ai dit, on a été pris par le choc de l'événement. Donc, on a été emporté, complètement emporté ailleurs, en se demandant
il y avait comme un flottement existentiel. On se demandait exactement où on en était, qu'est-ce que c'était que cette drôle de vie. Et dans cette drôle de vie, donc, il y avait l'assignation à résidence, l'enfermement domestique, vécu comme une contrainte très forte, comme une contrainte nécessaire pour le bien sanitaire de tous, et qui a été bien sûr très mal vécu par certains, des personnes très solitaires, en manque de soutien, ou au contraire des familles dans des appartements étroits où il y avait école à la maison, télétravail, voire si se surajoutait une crise conjugale, ça pouvait devenir extrêmement éclatant, avec beaucoup d'éclat, assez invivable. Mais en moyenne, les enquêtes qui ont été menées ont révélé cette chose quand même assez étrange, que pour une majorité de personnes, ça n'a pas été si mal vécu que ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vécu? On a tout fait moins. Si, il y a quelque chose qu'on a fait plus. On a plus dormi, on a plus regardé la télé et Plus cuisiné. plus cuisiné, plus mangé. On a pris 3 kilos dans le premier confinement en moyenne. Dans toute l'Europe, ça a été 3 kilos, quelles que soient les spécialités culinaires. Et plus cuisiné, oui, pain au levain, pâtisserie avec les enfants, etc. Des activités très ordinaires, qu'on a qualifiées assez vite d'essentielles d'ailleurs. Oui. Découvrir l'essentiel dans le presque rien, dans le rudimentaire, dans les petites choses de la vie. Et ce qu'on a fait moins, c'est qu'on s'est moins lavé, on s'est moins habillé, les femmes se sont moins maquillées, on a moins fait l'amour. Très nettement. Moins fait l'amour. Oui, alors, certains annonçaient avec le confinement au début un baby-boom. Dès le début, j'annonce que j'avais dit non, il ne va pas y avoir de baby-boom. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, le partenaire conjugal n'était pas particulièrement attrayant en étant se lavant pas, sale, avec son vieux pyjama à la maison, etc. Mais l'autre raison, c'est qu'on était ramollis. On était dans un état un petit peu régressif. Un état régressif et qui finalement, ça faisait pas de mal de vivre un peu comme ça. C'était comme un second souffle. Et du coup, il y a eu un questionnement existentiel. Mais la vie habituelle, celle d'avant, où on court comme des fous à droite à gauche et on multiplie les activités pour les enfants, et puis en fait on est toujours dans la voiture, dans les embouteillages pour les amener aux activités, etc. On fait ceci, on fait cela, on court tout le temps, on a plein la tête qui est farcie de questions dans tous les sens. Est-ce que c'est la bonne vie, cette chose-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas se recentrer sur des choses plus élémentaires, plus simples? C'est là qu'ont commencé des fois à naître des projets de vie alternative, davantage à la campagne, avec moins d'investissement professionnel. Et il y a eu un décrochage. Alors il y a des décrocheurs. Qui sont ces décrocheurs? Alors il y a des décrocheurs. Alors on parle des décrocheurs dans l'enseignement, mais là, ce n'est pas seulement dans l'enseignement. On voit se multiplier les décrocheurs dans les milieux professionnels, notamment. À quoi ça sert l'implication, la course continuelle? Est-ce qu'il ne faut pas ralentir les choses? L'idée d'une vie plus lente. Et plus sale aussi. Pardon? Et plus sale. Oui, alors non, quand même, on se lave moins, mais on ne se laisse pas aller trop non plus, quoi, d'une certaine manière. Mais certains écolos théorisent le fait dénoncent le fait de se laver trop aujourd'hui, donc pourquoi pas. Et l'élément important, c'est que ce que nous avons vécu au printemps 2020, là encore, a été un révélateur d'une tendance qui était déjà là, mais depuis un siècle au moins. Vous en parliez déjà en 88, où elle parlait de la chaleur du foyer, analyse du repli domestique. Oui, j'avais écrit un livre qui annonçait ça en 88, mais la tendance, elle est beaucoup plus ancienne. Il y a Jean-Didier Urbain aussi qui a fait ce très beau livre qui s'appelle « Les paradis verts », c'est-à-dire ces personnes,
plutôt dans la petite bourgeoisie de l'artisanat, etc., les petits métiers qui ont quand même les moyens d'avoir une petite bicoque, une petite résidence secondaire à la campagne, qui vont construire leur monde, leur petit monde, un peu hors du monde, dans l'oubli complètement de la campagne, avec des activités très très simples, dans le rythme de la nature, le jardinage, le barbecue, quelques petites choses. Et des tendances, y compris la tendance au loisir. C'est Alain Corbin qui analyse comment ont commencé à apparaître les loisirs dès la fin du XIXe siècle. Comment il analyse cette chose très très intéressante, la découverte des sensations du bord de mer. On amenait des convalescents au bord de la mer, on les asseyait sur des chaises longues, sous des couvertures, et ils prenaient des bains d'air pur. Et ces convalescents découvraient des sensations nouvelles. Le fait de ne pas bouger, de flotter un petit peu dans ses rêves, les rêves de soi, les vagues projets. La rêvasserie. Le fait de rêvasser n'était pas considéré comme positif. C'était mais non, un défaut. surtout au XIXe siècle, Surtout au qui est 19e. le siècle de la vitesse du travail. Donc là, c'était quelque chose de complètement en rupture et nouveau qui annonçait la suite. Ouais, vous avez parlé de mon livre sur la plage. La plage est un espace très révélateur de beaucoup de choses. On peut le prendre comme un espace d'analyse extrêmement intéressant. Et il se passe des choses sur la plage. Alors, Qu'est-ce qui se passe sur une plage? alors, on va se dire, regarde. non, la plage, franchement, ne me parlez pas de la plage, bronzé idiot et tout, c'est complètement ridicule. Et effectivement, dans les récits de retour de vacances en septembre, il faut tout réussir aujourd'hui, il faut même réussir ses vacances, il faut avoir des bonnes vacances pour avoir un bon récit en septembre au retour au travail à raconter aux collègues au bureau. Et là, aujourd'hui, on ne va jamais parler de la plage, quoi. Ou alors c'est une petite plage que personne ne connaît, à côté d'un petit musée très sympathique, etc. La plage se disqualifie. Et pourtant, quand on regarde les embouteillages, les accumulations de corps dénudés sur la plage, manifestement, il y a un gros succès. Et qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, c'est ce corps somnolent, caressé par le vent et le soleil, entouré, je dirais, par cette caresse et qui flotte dans une vague pensée de lui-même. C'est la même tendance, je dirais, au repli sur soi légèrement Donc la plage, régressif. le canapé, même combat. La plage est? Et le canapé, même combat. Oui, bien sûr. Alors, du coup, c'est peut-être un petit peu mieux que le canapé quand même, mais il y a des formes multiples, le développement des massages, de la méditation. Alors tout ça, c'est particulier. C'est des histoires particulières, des cultures particulières, mais qui s'inscrivent dans ce vaste mouvement de décrochage du rapide, du dur, du rythme effréné, etc., vers un idéal de la mollesse, de la douceur. Alors la mollesse, on va dire, oh ben non, c'est pas un idéal la mollesse. Personne va dire, moi je souhaite la mollesse. La douceur, là c'est différent déjà comme type de valeur. Et là, l'utopie aujourd'hui, c'est d'arriver à créer dans le chez-soi un petit monde de douceur. Mais alors, cette mollesse, cet avachissement, il va de pair aussi à une forme de docilité, parce que vous dites que c'est fatigant la liberté. Alors en quoi on n'aspire plus à la liberté comme avant? Carlos Strenger l'a écrit dans un livre peu de temps avant ça, en disant « on ne défend plus la liberté », ce sont des valeurs qu'on ne défend plus. Est-ce qu'au fond, c'est encore une préoccupation des gens où ils se disent qu'ils en ont trop et qu'ils veulent plutôt, ils obéissent finalement aux consignes assez bien pendant les différents confinements? Alors quand on est privé de liberté, on n'aspire qu'à la retrouver. Là, au deuxième, troisième confinement, etc., il n'y avait qu'un désir qui était de retrouver les restaurants, les réouvertures. Il y avait même des manifestations au nom de la liberté. Donc quand on en est privé de la liberté de circulation, par exemple, on aspire à la retrouver. Mais en arrière-plan, dans les profondeurs, oui, il y a une fatigue de la liberté. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez parlé de mutation anthropologique. J'ai dit non, le confinement, c'est un moment historique très, très important que nous sommes en train de vivre, mais qui, oui, s'inscrit dans une mutation anthropologique profonde, qui est un petit peu plus ancienne, qui commence dans l'après-guerre et autour des années 60,
parce qu'on est passé d'un modèle de société à un autre. Il y a une rupture historique qui est quand même majeure. Certains auteurs parlent de seconde modernité, Ulrich Beck en Allemagne, Anthony Giddens en Angleterre, etc. On est passé du modèle de la société collective, où il y avait une vérité commune, une morale commune, des places sociales qui étaient occupées. Les individus étaient définis par ces places avec un système de valeurs qui les entourait et qui les définissait. Et nous sommes passés à un modèle théorique, mais l'important, c'est ce qui est dans la tête des personnes, d'un modèle centré sur l'individu, sommé d'une certaine manière de décider lui-même de sa propre vérité, de sa propre morale, de son avenir, de son réseau de contacts sociaux. Et c'est angoissant tout ça. Alors, au début, ça n'a pas été vécu comme angoissant. Dans les années 60, ça a été vécu comme une liberté. On a brisé les cadres de l'ancienne société. Ça a été un épanouissement. Et puis, petit à petit, on découvre le prix à payer de cela, surtout pour les plus fragiles, parce que tout devient compliqué. On se pose des questions, surtout. Il y a 30 ans, on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette. Aujourd'hui, par rapport à ce qui est dans mon assiette, je peux me poser 1000 questions par rapport à des critères complètement différents et avoir une infinité de réponses, pas toutes cohérentes, parce que la science, elle avance par réfutation des hypothèses. Elle est contradictoire, la science, dans son avancée. Encore l'alimentation, ça ne va pas très loin, mais voyez les jeunes parents aujourd'hui. Il y a quelques générations, la grand-mère transmettait à sa fille la manière d'élever l'enfant. Il y avait une transmission de ce cadre stable et commun. Et aujourd'hui, les jeunes futurs parents, sur fond d'angoisse, vont se poser de 1000 questions sur ce qu'il faut faire, sur ceci et sur cela. Tous les éléments de la vie quotidienne sont mis en questionnement, y compris du point de vue moral, excepté ce qui est interdit par la loi. Tout est possible aujourd'hui. Et ce qui provoque d'ailleurs une certaine angoisse et des flottements. Je me souviens d'un débat que j'avais été voir sur Internet, sur un forum. Très intéressant ces débats parce que justement dans cette incertitude morale, il y a un essai de trouver des repères. Et il y avait tout un débat sur peut-on coucher le premier soir ? Et alors, quelle est la réponse d'ailleurs ? Et alors, ça s'adressait surtout aux femmes, parce que pour les hommes, il n'y avait pas trop de problèmes, quoi. Mais c'était pour les femmes. Et alors, il y a eu tout un débat. Et au bout d'un moment, il y a quand même un consensus qui a fini par se dégager et qui était le suivant. Ça dépend si on est amoureux ou pas. Si on est amoureux, vaut mieux éviter. Mais si on n'est pas amoureux et que la personne finalement paraît sympathique et attrayante, et là, il y avait une phrase qui était prononcée et qui circulait et qui définissait un proverbe de notre temps et un repère moral de notre temps, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et donc, c'est très intéressant, parce que là, par ce débat un petit peu collectif, il y avait la définition. Mais voyez, c'est un petit exemple rigolo, mais voyez tout le domaine d'incertitude sur tous les questionnements, la fatigue mentale, le fait que certaines personnes fragiles culturellement ou psychologiquement, complètement perdues, sont obligées, pour s'en sortir, de s'enfermer dans une petite bulle de certitude, une espèce de croyance profane, ou religieuse d'ailleurs, qui du coup devient le filtre absolu qui leur permet de tout décoder dans l'existence. Mais ça veut dire qu'en réalité, la liberté crée les conditions d'une compétition qui devient insupportable pour un certain nombre de gens. Alors, la liberté reste l'utopie suprême. La liberté, on applique le programme des Lumières, l'autonomie individuelle d'un individu armé de la raison. Ça, c'est une utopie extraordinaire. Le petit problème, c'est la mise en pratique qui est très, très compliquée. Parce que contrairement à ce que pensaient les encyclopédistes, le savoir, ça ne s'accumule pas comme des briques pour faire un mur. Le savoir, il est une déconstruction permanente. C'est comme ça qu'avance la science, par une déconstruction permanente. Et du coup, plus on avance, moins on sait exactement vers où on va. Donc, entre l'utopie qui est merveilleuse et la mise en pratique, il y a un petit écart et c'est extrêmement compliqué. D'où
les dérives actuelles, on est en plein cœur actuellement, les enfermements identitaires, les croyances identitaires. On ne parle d'identité que depuis les années 60. On ne parlait jamais d'identité avant. C'est lié à cette nouvelle société et à cette incertitude identitaire qui pousse certains individus à forcer une identité qui les définit de manière fondamentale ou fondamentaliste, si on veut, quoi. Ça devient leur grille de lecture du monde. Effectivement, les fièvres identitaires au pluriel dans les pays occidentaux, mais pas seulement d'ailleurs, montent très fort. Mais est-ce que ça signifie qu'il y a un risque de montée de ces fièvres identitaires d'une part, mais d'arrivée de régimes autoritaires ou répressifs? Vous écrivez, vous parlez d'un désir de repos si intense que l'individu du futur pourrait ardemment désirer la soumission volontaire. Oui, parce qu'il y a cette forme de retrait vers un petit monde de douceur et de mollesse, mais qui est séparé du grand monde, hein, qui vit de manière autarcique, un petit peu autonome, et avec le vague désir de déléguer les affaires publiques à une autorité, à la condition que cette autorité ne soit pas quand même trop, qu'elle apparaisse pas quand même trop avec les caractéristiques d'autrefois des dictatures, etc. Donc là, ça passerait pas d'une certaine manière. Mais si elle sait se présenter avec un minimum d'affabilité, d'humanité et d'efficacité, d'expertise, etc., à ce moment-là, c'est gagné d'une certaine manière. On est prêt à donner les clés du camion, je dirais, pour être tranquille. Mathieu Lannes a écrit un livre, c'était en début d'année, sur l'infantilisation. Est-ce que ça rejoint vos constats? Est-ce que les gens apprécient l'infantilisation? On a beaucoup parlé quand Castex, notamment, avait dit il ne faudrait pas que papy et mamie aillent chercher les enfants à l'école, parce qu'ils pensaient que c'était le risque, ils prenaient un risque pour eux à cause du Covid. Ce langage avait choqué beaucoup de gens en disant mais on ne parle pas aux Français comme ça, on ne leur dit pas papier et mamie. Est-ce que vous pensez que ça va de pair avec l'infantilisation et pourquoi les gens la supportent assez bien finalement? Oui, mais les gens ne vont jamais accepter de se considérer comme infantilisés, quoi, hein. Ça, ils vont. C'est là que je dis que les formes sont extrêmement importantes. Ils sont prêts à donner les clés du camion, mais sans dire qu'ils donnent les clés du camion. Au contraire, il y a l'idée d'une intervention citoyenne, de prendre part le fait que le monde politique est trop séparé du pouvoir des citoyens, il y a comme un peu un double langage d'une certaine manière. Il y a une déclaration théorique qui reste là d'implication, mais un désir secret qui est de plus en plus prenant, qui repose sur une fatigue, hein, cette fatigue d'être soi, comme disait très bien Alain Ehrenberg, cette fatigue justement de l'exercice de l'autonomie individuelle, de la liberté, qui pousse un petit peu malgré soi. Alors c'est vécu comme des séquences, hein, une séquence de mise en retrait d'une certaine manière, mais séquence après séquence, ça finit par faire beaucoup de temps, quoi. Est-ce que ce n'est pas une étape supplémentaire, une brique supplémentaire à la thèse de Benjamin Constant sur la liberté des modernes et des anciens? D'abord, on veut participer à la vie de la cité, et puis après, on va avoir de la liberté pour s'occuper de ses affaires personnelles, qui était une vue libérale, mais finalement, il y aurait une étape supplémentaire, alors que même ces affaires personnelles, on aime bien être encadré. On ne veut plus être complètement libre de ça. Oui, et le processus aujourd'hui, ce qu'il y a de nouveau, je dirais, aujourd'hui, c'est l'élargissement de masse du processus. C'est le fait que c'est tout le monde qui rentre dans ce questionnement que j'appelle hyper-démocratique. Alors des fois, on ne comprend pas mes termes parce que ce que j'appelle hyper-démocratique, c'est pas le système. Pour moi, la démocratie, ça a commencé historiquement comme un système politique, et ça s'élargit aujourd'hui dans la vie quotidienne, quoi. Chacun est le centre de son existence et décide de tout, veut décider lui-même et imposer un petit peu son avis. Alors, ça, c'est la politique. Et puis après, il y a la vie personnelle. Est-ce que le télétravail, qui est un vrai sujet de discussion à peu près partout,
n'est pas une forme de prolongement à temps partiel du confinement? Parce que c'est pas ça que les gens le veulent. Ils ont du mal d'ailleurs à revenir dans les entreprises. Il y en a beaucoup d'entreprises, on a du mal à faire revenir les gens. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une petite piqûre de rappel de confinement, un micro-confinement de 2 jours par semaine? Oui, alors là, c'est la même chose. J'ai dit tout à l'heure que le confinement, tout le monde ne l'avait pas bien vécu. Le télétravail, c'est un petit peu la même chose. Et parfois, c'était les mêmes, ceux qui ont mal vécu le confinement, qui ont mal vécu le télétravail. Et, pour mieux vivre le confinement, il faut, dans l'idéal, avoir de l'espace résidentiel, quoi. Et pour le télétravail aussi, un élément idéal. Parce qu'il y a une contrainte dans le télétravail, c'est qu'il faut arriver à construire une discipline qui sépare vie privée et puis la vie de travail. Dans l'idéal, avoir un espace qui signale à soi-même, qui signale au reste de la famille qu'on n'est plus là en tant que membre de la famille, on est là en tant que travailleur à la maison. Construire la discipline, la construire dans sa tête, etc. Tout ça, c'est un apprentissage. Et on ne l'a pas encore complètement développé. Donc des fois, ça ne s'est pas très bien passé, le télétravail. Mais pour d'autres, quand même, effectivement, même si ce n'est pas la vie totalement en pyjama, c'est justement juste le pyjama pour le bas, quoi, hein, du corps. Hein, mais faut pas que la caméra dérape un petit peu. Oui, mais ça y est, les gens, ils ont compris ça maintenant. Ils ont regardé les champs, les visions. Plus personne ne se fait avoir. Au début, ça a été assez comique, mais finalement, les gens, ils ont compris maintenant. Pardon ? Les gens, ils ont compris maintenant qu'il fallait pas se lever. Ah bah oui, bah non, là, y a toujours le gag qui est possible, ou bien dans le champ derrière, l'enfant qui passe ou le chien, etc. Mais il y a une certaine façon de décontraction, ça s'est installé un petit peu dans les mœurs. Et effectivement, c'est comme le reste, il y a quand même une majorité qui a pris goût. Alors peut-être pas au télétravail à 100%, parce qu'il va manquer un petit quelque chose à un moment. L'échange, le face-à-face, se retrouver avoir ce moment de respiration différente où on se retrouve dans le cadre un petit peu de l'entreprise avec les collègues, etc. Mais finalement, la contrainte répétée des transports, de la course, de devoir s'habiller, défendre un petit peu la présentation de soi, et du coup le constat qu'on peut être très efficace au niveau travail en restant chez soi. Donc là, on est dans une nouvelle illustration de ce ramollissement apparent qui n'empêche pas de continuer à travailler, quoi. Est-ce qu'on ne va pas avoir deux mondes, deux sociétés séparées entre la société des gens qui peuvent télétravailler, être à moitié en pyjama chez eux parce que leur métier le permet, se faire des cappuccinos avec le petit nuage de lait en forme de cœur, et puis les autres qui sont obligés, parce qu'ils sont dans la restauration ou dans l'industrie où il faut être là, eux qui sont dans les transports en commun. Il y a la génération, la société cappuccino et la société métro. Oui, bah, là ça peut être une autre thématique de division en deux de la société, et du coup une autre explication du décrochage chez ceux qui sont du côté métro. On le voit des fois actuellement dans les professions de la restauration, où il y a un manque de volontaires pour le travail. Là aussi, ça rejoint ce décrochage un petit peu. Il n'y a plus la motivation pour s'impliquer à n'importe quelle condition. Et puis, effectivement, on peut regarder ailleurs avec un autre type d'emploi où ça paraît plus cool, plus tranquille. Quand on voit le télétravailleur qui, du coup, a pu se délocaliser dans une petite maison pas loin de la mer, etc., ou à la campagne, ça a l'air quand même sérieusement plus sympa. Donc là, nouvelle coupure en deux, effectivement, de la société. Ce sont plus les riches, d'ailleurs, parce que concrètement, c'est souvent les boulots de cadre qui sont les plus faciles à, oui, bien sûr. à télétravailler. Donc c'est plutôt un facteur qui aggrave ou qui augmente les inégalités. Oui, on est dans une société où tous les éléments nouveaux, tous les développements créent de nouveaux types d'inégalités. J'ai parlé
de cette mutation majeure historique de ce nouveau modèle de société basé sur l'autonomie individuelle, sur l'individu inventant sa vie à son idée d'une certaine manière. Et le sociologue Robert Castel, qui est décédé aujourd'hui, parlait des individus par défaut, les individus qui peuvent s'emparer de ce programme extraordinaire, de ces espaces de responsabilité, et puis les individus par défaut qui, eux, ne peuvent le voir que de loin, et ce qui explique parfois des résistances. Dans le travail social, par exemple, il y a depuis très très longtemps une des consignes, c'est d'aider les personnes à se responsabiliser, à se prendre en charge. Et ils constatent une résistance à cette injonction à la responsabilisation. Et cette résistance, elle a une légitimité. Parce que la personne qui se dit me prendre en charge, me responsabiliser pour développer tel projet, où j'ai 9 chances sur 10 de me casser la figure. Si je me casse la figure, non seulement je me serais cassé la figure, mais je vais devenir responsable du fait que je me suis cassé la figure. Donc cette responsabilisation n'est pas un programme attrayant pour tout le monde, quoi. Et finalement, est-ce que ce n'est pas cette mollesse ou ce désir de mollesse qui peut expliquer la durée du communisme? Quand on se promène en Russie, qu'on rencontre des anciens, des gens qui ont connu l'Union soviétique, et on en rencontre souvent qui sont nostalgiques de l'Union soviétique. Est-ce que c'est pas qu'il y avait ça, c'est-à-dire que l'État prenait en charge absolument tout, votre destinée, votre chemin, votre travail, votre logement, vous étiez accompagné? Est-ce que la société molle, finalement, on n'en a pas eu un exemple avec l'Union soviétique? Oui, alors il faut peut-être avoir un petit peu de prudence dans les extrapolations, parce qu'il y avait eu un emballement politique, une passion commune qui était partagée face au régime qui était avant, qui n'était quand même pas tout à fait idéal, le régime tsariste vis-à-vis des paysans pauvres, etc. Donc il y a toute une histoire un petit peu politique, et qui a justifié la création d'un système où il y avait une prise en charge qui, sur certains aspects, s'est révélée de plus en plus assez défectueuse, mais qui, effectivement, rencontrait une adhésion populaire. À partir du moment où il y a une justification, où il y a une mise en pratique de cette prise en charge. Alors, surtout en situation de crise. Dès qu'on tombe en situation de crise, c'est très étonnant de voir que ce qui nous apparaît comme la théorie absolue de notre société, c'est-à-dire ce désir de liberté et d'affirmation de la liberté, comment, en situation de crise majeure, une grande partie de la population est prête à mettre ça de côté, quoi, d'une certaine manière. Et ça, on l'a observé en mars, en avril 2020. Il y avait le désir, malheureusement ça n'a pas très bien fonctionné, il y a eu le cafouillage sur les masques, oui, etc. Mais s'il n'y avait pas eu ça, l'adhésion aurait été encore plus forte, et avec un certain enthousiasme qui venait d'en bas, c'est-à-dire la création d'une communauté de destin avec les dévouements qu'il y a eu, solidaires, associatifs, les applaudissements à 20h. Les applaudissements de 20h. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée très étonnante qu'on avait brisé la carapace de l'individualité pour faire part d'une communauté affrontée à un ennemi évident pour tout le monde. Quel bonheur, si on peut dire ça, bonheur du drame, bonheur paradoxal du drame, de découvrir un ennemi qui rassemble tout le monde en face et qui permet de se serrer les coudes d'une certaine manière. On a des questions. Boris. Voilà, ça remarche. Alors, Monsieur Kaufmann, vous annoncez, c'est pas moi, je me fais le chantre de ce qui a été écrit, vous annoncez les jours de gloire de la mollesse. Mais ce monde du corps que vous décrivez, les plages, les massages, etc., ne ressemble pas du tout au monde que je vois sur nos écrans, réseaux sociaux, culture du zapping, petit contenu rapide à grignoter. Comment est-ce que vous expliquez cette différence ?
J'ai pas très bien entendu la fin, les derniers exemples. Ben, c'est-à-dire que les exemples, c'est les réseaux sociaux, tout qui s'accélère finalement. La culture du zapping, des petits contenus rapides à grignoter, à l'opposé de quelque chose qui est plus... Oui, oui, mais cette mollesse, c'est dans le lieu du chez-soi, du corps, hein, qui est là. Effectivement, cet individu autonome, il est de plus en plus également connecté avec le confort mental absolu du monde d'Internet. Pourquoi confort mental absolu? Parce qu'on peut débrancher quand on veut. On est des fois protégé plus ou moins par l'anonymat, mais surtout, on peut débrancher quand on veut. On peut s'impliquer très fort, injurier, rentrer dans une polémique, etc. Et puis, pof, on appuie sur le bouton, c'est terminé complètement. Alors oui, tout ce monde-là est ultra passionnel, électrique, rapide, gouverné effectivement par les émotions et assez facilement par les émotions mauvaises, pas toujours, il y a aussi des bonnes émotions, il y a beaucoup d'affections partagées sur la toile, mais les émotions mauvaises s'emballent très vite. Oui, c'est ce monde qui s'élargit, hein, ce monde parallèle, ce monde d'à côté, ça aussi c'est une mutation bien sûr anthropologique importante, mais qui n'efface pas le monde du chez-soi, du corps, où là, d'ailleurs on le voit, hein, l'individu qui pianote à toute allure sur sa tablette ou son téléphone, il peut être comme moi, là, complètement avachi dans son canapé ou dans son lit, quoi, hein, complètement. On peut insulter des gens en étant avachi, quoi. C'est ça qui est... Vive la modernité. Dernière question. Jean-Claude Kaufmann, vous parlez avec beaucoup de bonhomie et de légèreté de choses graves, en fait. Est-ce que vous ne décrivez pas des symptômes cliniques d'une société presque dépressive? Repli sur soi, fatigue, syndrome de burn-out, laisser-aller, etc. Oui, mais il n'y a pas que ça, parce que dans ce retrait vers le plus lent, le plus mou, le plus doux, il y a l'utopie d'un monde peut-être alternatif qui soit plus tendre, plus caressant. Donc oui, il y a beaucoup d'éléments inquiétants aujourd'hui, notamment quand les colères grondent, les colères ne trouvent plus les canaux pour s'exprimer d'une manière un petit peu constructive. Et elles éclatent de manière complètement incontrôlée et se cristallisent sur des supports complètement étonnants. Et puis ça peut partir très très vite à partir de cette cristallisation. Il y avait eu il y a quelques années en Bretagne les bonnets rouges par exemple. De seul coup il y a ce bonnet rouge qui avait cristallisé. Puis on s'était rendu compte que derrière le bonnet rouge il n'y avait pas une communauté bien dessinée d'intérêt d'une certaine manière. On a même découvert après que les bonnets ils n'étaient pas fabriqués en Bretagne, ils étaient fabriqués en Asie. Mais bon, ça c'était un épiphénomène. Mais puis bien sûr les gilets jaunes, etc. Mais ces événements type bonnet rouge et gilets jaunes et autres, on va en vivre d'autres, on va avoir des surprises de ce genre, parce qu'il y a un réservoir de colère. Notamment, on parlait de la coupure en deux de la société. Il y a l'idée du mépris social, le fait de se sentir relégué, incompris, méprisé, laissé sur le bord de la route, qui fermente à bas bruit et qui n'attend que le moment pour arriver à s'exprimer d'une certaine manière. Alors ça peut être, on a eu un petit moment les manifs sur la liberté justement, ça peut être le prétexte anti-vax, mais ça peut être toute autre chose qui va, mais au moment où ça cristallise, c'est parce que c'était prêt à cristalliser, ça peut être une anecdote quelconque et ça peut devenir assez incontrôlable. Merci beaucoup, Jean-Claude Kaufmann. Toute dernière question, parce que vous m'avez inquiété. Quand vous nous avez raconté qu'on faisait moins l'amour pendant le premier confinement, rassurez-nous, c'est reparti après? Alors, l'amour, c'est ce qui nous sauve quand même. On va finir sur un happy end quand même. Parce que, je disais, on est dans cette société de maîtrise absolue de l'individu, armé de sa rationalité, qui réfléchit surtout. Et le lien social a changé aujourd'hui parce qu'on ne s'engage pas comme ça dans un lien social, amical, professionnel ou amoureux.
on commence par une séquence de réflexion où on va évaluer notamment tous les risques et les inconvénients. Alors surtout en période sanitaire, il y a les risques sanitaires, en période d'épidémie, il y a les risques sanitaires en plus. Mais sur les sites de rencontres, par exemple, c'est tout à fait patent. On va faire défiler les profils, dire oh, avec telle personne, oh, non, je ne me vois pas du tout, ah non, le papa, alors là, pas possible. Puis on trouve pas, souvent on trouve pas, on se dit mais c'est pas possible, il y a un paquet de personnes et je ne trouve pas la personne qui convient. Et pourquoi? C'est parce que le rêve un petit peu secret, ça serait de rester soi, moi qui maîtrise mon existence avec mes habitudes, mes idées, etc. Puis on n'a pas envie de rester seul, et donc envie de rajouter l'autre dans son monde, mais sans qu'il dérange d'une certaine manière, quoi, qui ne dérange pas, qu'on reste complètement soi-même. Or ça, c'est impossible, c'est strictement impossible, parce que toute rencontre, vraie rencontre, toute entrée dans une histoire d'amour, dans une histoire de couple, va être un bouleversement intérieur, une mutation identitaire infiniment plus profonde qu'on ne l'imagine. Et selon le partenaire que l'on rencontre, on ne va pas avoir la même transformation, on ne va pas devenir la même personne. C'est un changement continuel, mais dans tous les repères de la vie quotidienne. Hein. Le réseau d'amis va changer, les habitudes alimentaires, pourtant on croit avoir des goûts, et les goûts vont changer. On croyait détester les épinards, on tombe sur une personne qui mange des épinards, et puis du coup, on goûte un petit peu comme ça, on se dit, oh, finalement, ça peut se manger, et puis finalement, pourquoi? C'est pas si mauvais, et par amour, on tombe dans le monde des épinards, par exemple. Quoi, hein. Mais on peut multiplier les exemples, il va y avoir une transformation. Et ça, c'est la magie de l'amour. C'est le seul élément qu'on ne maîtrise pas. Il faut s'abandonner, comme on dit. S'abandonner. Abandonner le vieux soi, laisser vivre le mouvement de la mutation identitaire, avoir cette audace aujourd'hui et rentrer dans l'aventure merveilleuse de la transformation mutuelle et peut-être de la création d'un petit monde d'amour, de douceur et de mollesse. Oh, bravo, merci beaucoup. Exceptionnel, Jean-Claude Kaufmann. Vive l'amour et vive Jean-Claude Kaufmann. Merci beaucoup. Venez me rejoindre, Étienne, puisque c'est le moment de se dire au revoir et à l'année prochaine. Venez à... C'est fini. Ah, faut que je vienne, d'accord. Oui. Vous étiez bien avachi. J'étais extrêmement avachi. Dans une discussion de bonne aloi avec Jean-Claude Kaufmann, évidemment. C'est fini, je suis désolé, c'est fini, mais on reviendra l'année prochaine, c'est promis, c'est juré, c'était Futurapolis Planète. Saison 10. Merci de nous avoir suivis en chair et en os ou en streaming. Merci aux équipes du journal Le Point pour leur implication. Merci à Toulouse Métropole, à la région Occitanie. Merci à tous nos partenaires qui contribuent au succès de cet événement année après année. Merci à vous d'être venus en nombre et fidèles. Merci aux équipes techniques qui ont fait montre d'un grand professionnalisme sur ce site magnifique du Quai des Savoirs de Toulouse. Alors on se donne rendez-vous l'année prochaine, c'est ça? Pour de nouvelles aventures. Sans l'épée de Damoclès du Covid? Sans Covid, on l'espère, mais avec beaucoup d'amour, promis. On va manger des épinards. Bon week-end, à bientôt.